Donc l'exercice, vous l'avez un petit rappel, vous en avez un petit rappel en bas à gauche. Il s'agit de reproduire une sorte de plaque de porte ou de carte de visite, enfin peu importe, comme si on devait sur un site web proposer à un client de valider par exemple un design. Donc évidemment, on ne fait pas là du print, quelque chose qui a vocation à être affiché, mais on essaie de reproduire cet exemple sur une page web. Et on voit bien qu'un certain nombre de choses sont euh, positionnées de manière particulière dans la décoration. Ce sont ces espèces d'arabesques dorées là qu'on voit en haut à gauche et en bas à droite. Alors la première chose qu'il faut faire quand on aborde cet exercice, comme n'importe quel autre exercice finalement, c'est avant tout de se poser les bonnes questions pour construire la bonne structure HTML. Et c'est seulement dans un second temps qu'on va pouvoir, une fois que cette structure est validée, en fait, définitive, construire le CSS qui va autour pour mettre tout ça en forme. Alors, sémantiquement ici, on a du mal, c'est vrai, à voir où il y aurait un H1, un H2, s'il y a des listes, des paragraphes, ce genre de choses. Effectivement, il n'y a pas une organisation de contenu typique d'une page web, donc forcément, on va faire un choix là qui est un peu approximatif. Une chose est certaine, c'est qu'on voit qu'il y a un cadre qui joue le rôle, le cadre noir ici, qui joue le rôle de container, de wrapper, qui a une taille finie, décidée par la maquette, qui fait 500 pixels de large sur 280 de haut, avec une couleur aussi qui est fixée par défaut. Je l'ai rappelé dans la partie CSS, juste en commentaire, pour l'avoir sous la main. Donc la première chose que je propose de faire, de manière simple, c'est de créer un bloc qui jouera le rôle de ce container, de ce wrapper, de ce parent noir, et je vais, faute de mieux, utiliser un div ici. Je pourrais choisir peut-être d'autres balises qui sont plus sémantiques et qui sont liées à HTML5, peut-être article par exemple qui s'appliquera quand on les aura vus. Ici je vais donc me limiter à un simple div, et la question qui coule ensuite c'est est-ce que je mets un ID, est-ce que je mets une classe? Alors en réalité, s'il n'y en a qu'un, ça ne changera pas grand-chose, mais on sait que si c'est un ID, cette ID, on pourra l'utiliser qu'une seule fois dans la page, donc je ne pourrai pas reproduire plusieurs fois là, cette même carte sur une page web. C'est pas demandé, mais ça serait quand même dommage. Je préconise donc de mettre plutôt une classe, plutôt qu'un ID, et de choisir comme nom de classe quelque chose qui soit le plus proche de ce que ça représente, par exemple carte, ou carte visite, ou plaque, enfin, c'est comme vous voulez. Donc je vais l'appeler carte de visite sur cet exemple. Donc là, on aura le fond noir, et par anticipation, on sait que c'est ce fond noir qui servira de parent pour le positionnement des différents éléments qui vont être affichés dedans, en particulier les décorations en pseudo or là. Qu'est-ce que je mets dedans? Pour prénom nom et pour la localisation, MMI 8 et Saint-Dié, on pourrait mettre un H1 et un H2, c'est ce que parfois certains font. On pourrait mettre deux paragraphes, on pourrait mettre voilà, on pourrait choisir certainement d'autres choses. Alors je choisis H1, H2, ça se défend pas plus qu'autre chose, c'est histoire d'avoir deux balises différentes, puisque les styles sont un peu différents. Je vais plutôt faire porter la variabilité de ces styles sur la balise plutôt que sur les classes, ce qu'on aurait pu faire aussi. Et puis je vais customiser ça en mettant directement mon nom au modèle qui est préconisé ici, et un H2 pour la localisation. Donc MMI IUT Saint-Dié. Ok. Si je valide tout de suite ça, on va voir le résultat attendu. Donc pour l'instant, évidemment, assez décevant. On n'a pas fixé les couleurs, on n'a pas fixé les tailles du container, on n'a pas cette petite ombre portée, là, le box shadow qu'on devine autour de la carte de visite. Donc forcément, on a les styles hérités par le navigateur, le user agent, comme on le dit dans l'inspecteur, et on va pouvoir commencer à faire apparaître ce bloc noir, à choisir les polices, à peut-être se préoccuper d'alignement du texte, et dans un second temps, on se préoccupera vraiment du positionnement absolu pour les décorations en question. Donc allons-y. Je vais prévoir un petit body parce que c'est toujours bien de le faire, ne serait-ce que pour activer une police. Ici on voit qu'elle est sans sérif, donc il n'y a pas de nom d'indiqué, donc on imagine que c'est une police standard, Helvetica, Arial ou autre. Donc j'aurais très bien pu écrire Arial, sans sérif, enfin, c'est pas le sujet, donc je ne vais pas m'attarder davantage sur cette chose-là. Et puis faute de mieux, je ne vais rien faire de plus pour l'instant, mais on y reviendra peut-être. Ensuite, il faut styler le div carte de visite. Donc on fait comme d'hab, on écrit le nom de la balise, puis le nom de la classe spécifique qui est appliquée. Donc je préconise toujours qu'on écrive ça plutôt que ça.
qui en fait une carte générique, une classe générique, pardon, qui pourrait s'activer sur n'importe quelle balise. En fait, elle est conçue que pour ce diff-là. Donc, je préfère qu'on l'écrive comme ça, comme on l'a toujours fait depuis le début de l'année. Et puis, ma foi, c'est là qu'on va indiquer la taille, la largeur, la hauteur, et puis la couleur de fond, potentiellement le box shadow, ce genre de choses. Donc, je vais certainement laisser tomber le box shadow, c'est pas le plus important ici. Donc 500 et la hauteur à 280 pixels. On lui met tout de suite une couleur de fond, donc j'utilise les raccourcis de Emmet, donc BGC pour background color, on lui met directement le code de couleur, 000 pour le noir, et j'y arrive pas, donc BGC, dièse 000, voilà, background color noir. Je vais tout de suite enregistrer pour qu'on voit le résultat auquel on obtient. Donc on voit le cadre dans les proportions, on imagine correctes, 500 à 280. On n'a pas de moyen de les mesurer là directement sur l'ancien inspecteur. Bien sûr, on perd le texte, enfin on perd la visibilité du texte puisqu'il est noir sur fond noir. Donc là, on est évidemment un petit peu embêté. Alors, ce qu'on va faire aussi, comme tout le texte est de la même couleur ici, c'est qu'on va, dans le parent, donc carte visite, imposer la couleur qui sera héritée par tous les enfants, donc le H1 et le H2 en l'occurrence, et le code de couleur, je l'avais aussi recopié ici par anticipation, voilà. Et là, on voit le texte, la couleur sur le fond. Alors, on n'a pas encore l'alignement qui va bien. Il y a plusieurs manières de faire cet alignement proprement. Le plus simple, ça serait d'utiliser Flex, qui est là pour donc Flexbox, qui va offrir des moyens sans trop inconvénients, des moyens modernes pour faire le centrage, surtout vertical, mais aussi horizontal. Bon, ici, un texte Line Center ferait le centrage horizontal, c'est pas là qu'est la difficulté. Il y a d'autres moyens de le faire, donc on va peut-être ça sera l'occasion pour moi de vous parler de quelque chose de particulier. On va commencer par une solution un peu old school, à l'ancienne. Donc je mets un texte Line Center ici, ça centre le texte horizontalement, et la question maintenant c'est de le centrer verticalement. Quand il y a plusieurs lignes comme ici, c'est pas le plus simple et direct. Donc ce que je propose de faire en termes de, entre guillemets, bidouille, c'est de prendre le H1 et de lui imposer une marge au-dessus. Ça serait une possibilité. Alors, on va commencer par là. J'espère pas vous perdre en vous expliquant ces différentes choses, vous allez voir. Donc, je prends le H1 et je mets un margin top. Donc, je veux un espace au-dessus du H1. Donc, on imagine que cet espace va se faire entre Jean-Luc Cusson, ici le texte affiché dans le H1, et le bord du container, le bord noir. Et donc, ça reviendra à descendre le texte. Alors, faisons l'essai, par exemple, 90 px. Je vais enregistrer tout de suite et vous allez voir la différence. Ça ne se passe pas comme on s'y attend. C'est-à-dire que je n'ai pas la marge au-dessus du H1. En tout cas, la marge, elle est apparue au-dessus du bloc carte de visite et elle n'est pas apparue là où je l'attendais, entre le bord de la carte de visite et le H1. Alors ça, c'est lié à différentes choses qui fait un des défauts d'ailleurs de la gestion des marges et que Flex nous aidera à régler vraiment. Et dans ce cas-là, il faudrait penser à mettre une propriété qui s'appelle Overflow avec une valeur auto. Ce qui permettrait d'obtenir le centrage qu'on espère. Alors je suis bien tombé avec 90, ça a l'air pas mal. Bon, déjà on voit que l'utilisation d'une marge un peu traditionnelle dans un cadre standard nous pose déjà des problèmes et on voit bien qu'il faut parler d'overflow. On se demande exactement ce qui est caché là-dessous a priori, donc peut-être c'est pas exactement la bonne manière de faire. Alors on aurait peut-être une deuxième idée. Enfin on voit que ça marche quand même. Une deuxième idée. Et cette idée, ça consiste à dire, plutôt que de dire que le H1 a une marge au-dessus, je vais dire le container, donc le bloc noir, la carte de visite, a un padding top, c'est-à-dire il a un espace de protection interne, c'est-à-dire un espace dans lequel rien ne peut s'afficher dans la partie supérieure du noir. Alors on peut tenter sa chance, et cette fois-ci, il suffit d'écrire dans le bloc carte de visite un padding top, avec une certaine valeur, a priori quelque chose qui est très proche de la valeur que j'ai choisie tout à l'heure. Alors là, il faudrait que vous regardiez très bien ce qui se passe sur le navigateur, que vous devez voir en direct. Est-ce qu'on obtient quelque chose qui ressemble à un centrage? Bon, à la louche, on pourrait dire que c'est plus centré alors que tout à l'heure ça l'était. Déjà, ça doit interroger. Deux, on a l'impression que le cadre est plus du tout dans les proportions initiales, 500 sur 280. Donc là, ça interroge aussi. Donc ce choix-là a l'air aussi de créer son petit lot d'embêtement. Et il faut que là, on regarde très précisément ce qui se passe. Alors là, je vous invite vraiment à regarder le stream
pour que vous puissiez voir l'inspecteur et que je puisse vous expliquer quelque chose de très important. Donc je fais l'inspection classique qu'on est tous censés faire en temps normal. Et si je vais cliquer dans le bloc de carte de visite, ce que vous voyez maintenant, c'est que la carte de visite, elle fait 500 sur 370, alors que je l'avais bien fixé à 500 sur 280. D'un autre côté, quand on regarde le modèle de boîte, c'est la partie de droite un peu colorée là, on voit que la partie bleue fait bien 500 sur 280. Et la partie bleue, que je vous montre ici, que vous devez voir maintenant correctement sur le navigateur, elle fait la taille escomptée. Et en fait, la taille de la boîte, elle a été augmentée des 90 de padding que j'ai indiqué ici. Et elle aurait été augmentée encore plus, en hauteur ou en largeur, si j'avais mis un simple padding général. Ce que je peux faire ici en faisant l'expérience, je remplace padding top par padding, je sauvegarde, et je vois la boîte encore plus grande, et là sur le modèle de boîte, on voit bien toujours 500 sur 280 pour la partie contenu, conformément aux propriétés CSS, et on voit le padding de 90 tout autour, et la boîte maintenant elle a comme taille, manifestement, non pas 500 sur 280, mais 500 plus 2 fois 90, donc 680, 500 plus 180, en largeur, et 280 plus 280 plus 180 aussi, ce qui fait les 460 ici. Donc en fait, ce qu'on a l'impression qui se passe, c'est que la taille de la boîte, en fait, c'est la taille du contenu plus la taille du padding. Et en réalité, c'est même un peu plus que ça pour l'instant. Si je vous mets une petite bordure bien visible là, de 20 pixels, on va voir que c'est encore plus grand la boîte, et que cette fois-ci, la boîte elle a comme taille, je vais mettre ma souris dessus, elle a en fait 720 sur 500, et ce 720, c'est 500 que j'ai demandé, plus 2 x 90 de padding, plus 2 x 20 de border. Idem pour la hauteur, 280 que j'ai demandé, plus 2 x 90 de padding top et bottom, plus 2 x 20 des bords rouges qu'on voit ici. Et on n'a plus du tout la taille qu'on avait demandé. Alors ça c'est lié, et c'est vachement important de comprendre ça, sinon on ne peut pas faire la mise en page après. Ça c'est directement lié à la manière dont le navigateur calcule par défaut les tailles des boîtes. Par défaut, on est dans une méthode qui s'appelle le content box. Ça veut dire la taille qu'on indique, c'est la taille du contenu. Et s'il y a du padding, ça s'ajoute. Et s'il y a du border, comme ici, ça s'ajoute. Alors le margin ne s'ajoute pas, il est toujours extérieur à l'objet, même si on le montre dans le modèle de boîte, le margin est extérieur, donc il ne change pas la taille de la boîte en question. Et la propriété qui gère ça, la manière dont on calcule la taille des boîtes par le navigateur, s'appelle box sizing. Et si on regarde cette propriété, elle est indiquée juste en dessous là. Le box sizing est actuellement un content box, ça veut dire que le width et le height, c'est le width et le height du content, du contenu, le reste s'ajoutant. Et ce qu'il faudrait, pour maintenir la taille 500 sur 280, ça serait changer cette valeur de box sizing pour lui dire, c'est pas le contenu, c'est le contenu plus le padding plus le border, c'est la taille totale possible de la boîte. Et ça peut se faire. Et je vais le faire. Donc je vais aller dans cette boîte-là, je pourrais le faire sur tous les éléments au final, mais je vais me limiter à la carte de visite. Je change box sizing et je le mets comme valeur, puis content box, parce que si je fais ça, je vais le faire pour vous. C'est la valeur par défaut, je vous rappelle, c'est comme si je ne faisais rien. Je viens d'enregistrer, ça n'a strictement rien changé. Et je vais utiliser l'autre valeur qui s'appelle border box. Et là, on voit tout de suite ce qui s'est passé. Dans l'inspecteur, le box sizing est bien passé en border box. Ma taille de boîte globale fait bien 500 sur 280. Et c'est sur ces 500 x 280, cette fois-ci, qu'ont été pris les 20 pixels tout autour de border. Et c'est sur l'espace qui restait que les 90 pixels de padding ont été pris ici. Et ça laisse beaucoup moins de place pour le contenu, bien sûr, parce qu'on a rogné cet espace avec le border et le padding. Donc il reste 280 sur 60, ce qui fait que mon 90 de padding n'a pas du tout centré correctement le texte. Bon, ça, on peut dire que ça peut se régler dans un second temps.
Voilà. Donc là, on voit bien que tant qu'on n'aura pas une pleine maîtrise de la manière dont les navigateurs calculent les tailles des boîtes, tant qu'on n'aura pas aussi des éléments de centrage, on va dire de mise en page, qui s'affranchit un peu de tout ça, là je tease Flex pour la suite, on va galérer un peu, c'est-à-dire il faut faire apparaître des chiffres qui ne correspondent pas vraiment à la réalité simple, comme tout à l'heure, on mettait 90 et l'affaire était réglée. Alors box sizing, donc je le dis juste pour compléter cette partie-là, a trois valeurs en fait. Il y a le content box qui est par défaut, on l'a vu, ça s'ajoute en fait à la taille du contenu. Il y a le border box où tout est intégré à l'intérieur de la taille fixée. Et il y a un truc intermédiaire, une valeur qui s'appelle padding box, et qui en gros dit, quand on applique une taille, 500 sur 280 par exemple, c'est le contenu plus le padding, la border étant en plus. Alors j'ai beaucoup de mal à comprendre l'intérêt de ce mode-là par rapport soit au content box, soit au border box. Et à titre personnel, je ne me rappelle pas l'avoir rencontré et encore moins l'avoir utilisé. Mais il faut savoir qu'elle existe. Bon, peut-être un jour elle vous sauvera la vie, je me permets d'en douter. Après, il y a deux écoles, ceux qui pensent en content box et qui acceptent que de dire la boîte, elle est d'une taille différente de celle que j'écris, et je compte en ajoutant moi-même le padding, je compte en ajoutant moi-même le border, quelle est la taille réelle de la boîte. Bon. Et puis il y a la deuxième tribu, celle qui dit, quand je fixe une taille, c'est celle que je demande. Et s'il y a de l'espace à prendre, de la bordure, du padding, et ben c'est à l'intérieur de cette taille-là. Je fais plutôt partie de cette seconde tribu. Simplement, c'est un choix, c'est une manière de penser. Par exemple, quand je définis une colonne et qu'on me dit il faut qu'elle fasse 300, j'ai envie d'écrire 300. J'ai pas envie d'écrire 296 sous prétexte qu'il y a 2 pixels de border tout autour. Voilà. Donc quand on dit une taille, j'aime bien qu'elle soit affichée exactement comme ça, sinon on s'y retrouve pas. Donc je vous préconise vraiment, pour qu'on soit raccord dans les exercices, de travailler dorénavant en border box. Et c'est pour ça que la plupart des exercices, plus tard, on écrira quoi qu'il arrive sur tous les éléments, une fois pour toutes. Box sizing, border box, comme ça on sait ce qui se passe de manière similaire, vous et moi. Alors j'espère que ce premier truc qui finalement est indirect mais directement lié au positionnement a été suffisamment clair et on aura certainement l'occasion d'y revenir. Ça c'est le point de départ. Avant toute technique de mise en page, il faut comprendre comment sont gérées les tailles des objets, sinon on ne peut pas. Alors, je rappelle quand même, pour revenir en arrière, le box sizing, j'ai dû le mettre pour pouvoir mettre un padding là, et c'est à cause du padding que j'ai dû parler du border box. Alors, je pourrais aussi faire tout à fait autrement, et je vais vous montrer autrement. Alors, est-ce que je le fais plutôt cet exercice? Est-ce que je le fais plutôt sur le deuxième? Mais écoutez, je vais essayer de le faire Bon, sur cet exercice, on va laisser comme ça. Je ne vais pas trop vous perdre, je vous montrerai un exemple de flex sur l'exercice 2 ou juste à la fin de cet exercice-là. Donc on a vu donc deux solutions entre nous. Soit on mettait un margin sur le H1, premier élément affiché, et du coup il fallait mettre un overflow auto dans le parent. Soit on mettait un padding sur le parent, et dans ce cas-là il fallait faire attention à la manière dont sont calculées les tailles des boîtes pour ajuster les fameux paddings dont on avait besoin. Donc là, on en est là. Je vais essayer de le refaire à peu près correct jusque-là. Ça ne changera pas grand-chose à l'affaire. Voilà. Maintenant, on a une boîte. On sait qu'elle fait la taille qu'on demande. On sait que le texte est à peu près centré. Il faudrait effectivement enlever un peu de marge sur le H1, diminuer la taille du H2, le mettre en italique. À la limite, je peux le faire juste sur le H2 vite fait. Hop, je mets un petit italique là-dessus. En aucun cas on utilise EM, c'est un effet de style, c'est pas un effet sémantique, il n'y a pas d'assistance là-dessus. Et puis je vais réduire un petit peu la taille en me disant que c'est font size. Ouais, peut-être encore un peu gros. Bon, enfin là c'est du réglage. J'ai une police de caractère assez grasse là. C'est lié au H2. J'ai pas de
J'ai pas chargé de Google Font avec des niveaux de graisse 400, 500, 600, 700 très précis pour positionner ça. Et encore une fois, c'est pas tout à fait l'exercice. Donc je vais m'arrêter là sur le style typo, des typos, parce que ça sert à rien d'y passer trop de temps. Donc maintenant, on rentre vraiment dans le vif du sujet en fait. Il faut faire apparaître ces décorations dans les coins. Et on a pour ça une image. C'est un PNG transparent. Euh, on n'en a qu'une, donc celle qui correspond au coin gauche. Donc on verra comment gérer la chose pour le mettre aussi en bas à droite, alors qu'elle n'est pas dans la bonne rotation. On verra ça après. Alors, je vous montre différentes solutions, dont surtout des mauvaises, hein, que parfois on propose, et qui sont clairement pas la bonne. La première mauvaise, ça consiste à mettre ce corner PNG, hein, cette image, je crois qu'elle s'appelle quelque chose à peu près comme ça, corner gold PNG, c'est de le mettre en HTML. Donc d'écrire ici vraiment IMG source égale et on met le chemin complet. Hop, c'est donc pas ça forcément. Trop vite. Il faudrait mettre un alt du coup, hein, parce qu'on considère qu'elle est importante sémantiquement, etc. etc. Bon. Alors elle s'affiche là où on lui demande, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas positionné ou fait quoi que ce soit, bah, l'image elle apparaît dans le flux, c'est-à-dire une fois qu'on a mis le H1, le H2 avec ses propres marges, etc., arrive le IMG. Celui qui mettrait figure autour, il aurait encore plus tout faux parce que en aucun cas cette image elle a de valeur sémantique. Elle est là à titre de déco. Et on est d'accord qu'elle a strictement rien à faire en HTML. Pas parce qu'elle est mal placée, mais parce que c'est pas son rôle. Elle n'est pas du contenu, elle n'est pas sémantique, elle est décorative uniquement. Donc cette solution-là, évidemment, elle est proscrite. Mettre figure autour, ça change rien. Mettre un div autour, ça change rien. Et oui, on pourrait mettre du CSS pour que cette image sorte du flux avec une position absolue et soit positionnée où il faut. Mais il y aurait quand même un contresens à la base. On aurait mis cette image en HTML, en contenu. Et ça, c'est mal. Donc, à dégager. L'autre solution, un peu plus admissible et qui correspond finalement à la majorité des exemples qui sont montrés dans la vidéo que vous avez suivie avant cette série, c'est de dire je vais créer un div, un div vraiment, cette fois-ci c'est pas un choix arbitraire, je choisis div parce que c'est juste un élément technique pour lequel il y a zéro sémantique, zéro style par défaut, c'est exactement ce à quoi sert div, pour mettre un coin au gauche. Alors je vais l'appeler classe égale par exemple coin au gauche. Et ce div, je vais surtout pas mettre l'image dedans, je viens de le dire, on va le laisser vide. Et dans la même idée, il faudrait nous mettre un coin bas droit pour, de manière à peu près symétrique, similaire, gérer la décoration dans l'autre sens. Alors valider ça, ça va évidemment rien changer parce qu'on n'a pas stylé ni CHG ni CBD et donc il ne se passe évidemment rien sur le navigateur. Donc je vais le faire maintenant, je vais le faire ici. Donc je crée une classe qui s'appelle div.chg et la première solution, qui n'est pas celle, encore une fois, qu'on va retenir à la fin, mais je l'ai vu beaucoup, je vais la montrer, c'est de dire, ici je mets le contenu. Et le contenu, c'est l'image. On est bien d'accord qu'on a compensé le fait qu'on ne l'a pas mis en HTML en le mettant en CSS. Donc, finalement, ça revient à peu près au même. Je fais en sorte de retomber sur l'image, donc comme je suis dans un sous-dossier CSS, je suis obligé de remonter d'un cran pour arriver dans l'exercice, puis de redescendre dans le dossier média pour trouver Corner Gold. J'espère que plus personne n'a de soucis sur les chemins relatifs qu'il faut indiquer dans ce genre d'arborescence. Si j'enregistre, je vois apparaître l'image. C'est normal. Elle est aussi dans le flux, c'est-à-dire que le div CHG, il est après le H2. Donc pour l'instant, c'est le flux naturel. H2 est un bloc, div est un bloc, donc il s'affiche l'un après l'autre dans l'ordre d'écriture. C'est le flux. Et c'est normal qu'il se passe ça. Voilà. Si l'image n'est pas tout à fait à gauche, c'est que je vous rappelle qu'on a mis un padding là qui protège la totalité de l'espace. Donc je pourrais mettre d'ailleurs qu'un padding top, ça serait déjà moins terrible pour les yeux. Donc c'est tout à fait normal qu'elle se place ici. J'espère que tout le monde est conscient de ça. Bon, est-ce que c'est là qu'on veut le mettre? Évidemment non. Et c'est là où on va devoir jouer du positionnement. Alors là, on bascule dans le mode théorie du positionnement absolu. Il faut écrire forcément position de point absolu. Jusque-là, ça n'a pas été le plus dur.
puisque je veux le positionner par rapport au bloc noir, hein, pas par rapport au body, pas par rapport à un autre objet qui aurait été déplacé, donc c'est absolute. Ok. Ensuite, il faut une référence ou un ancrage horizontal et une référence verticale. Donc pour l'horizontal, c'est soit un left, soit un right. Ici, on le cale à gauche, donc ça semble plus naturel de mettre un left. Et on dit de combien à gauche on veut le décaler. Alors pour l'instant, je mets 0, même si l'énoncé dit c'est pas 0, mais on va essayer de vérifier que ça marche. Ensuite, il faut un ancrage vertical. Est-ce qu'on le met en haut ou on le cale par rapport au bas? Bon, là, je crois que c'est clair aussi, on le cale par rapport au haut. Donc on va mettre un top à 0px. Si j'enregistre comme ça, on a l'impression que ça marche, mais que c'est un petit peu décalé, comme s'il y avait un bug quelque part. En réalité, il n'y a pas de bug, évidemment, hein, je ne me permettrai pas. Et si je mets un margin ici d'une assez grande taille, on va vite le voir. Mon bloc noir a vraiment été décalé, mais ma déco, elle est calée par rapport au body, elle n'est pas calée par rapport au noir. Et la réponse tient à la phrase qui explique comment ça fonctionne dans la vidéo, que je vais essayer de redire ici. C'est on positionne un bloc de manière, ici le diff CHG, hein, de manière absolue, par rapport au premier parent de la hiérarchie auquel ce bloc appartient, et s'il y en a au premier parent positionné de la hiérarchie auquel il appartient, et s'il n'y en a pas, au body. J'essaie de la simplifier un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que quand le diff CHG qui est positionné en absolu cherche un ancrage, une référence, pour se positionner à 0, 0 du top et du left, il se dit quel est mon premier parent? C'est le diff carte de visite. Est-ce que le diff carte de visite est positionné? Est-ce qu'il y a un position 2 points quelque chose qui n'est pas statique, qui n'est pas la valeur statique? La réponse c'est non. Donc comme on l'a pas écrit, c'est exactement statique. C'est pour ça que ça sert à rien. Et ça remonte d'un cran puisqu'il n'y a pas d'autres parents et on arrive au body. Et du coup, il se cale par rapport au body. Et donc à 0 du haut du body et à 0 de gauche du body. On vient de réinventer le positionnement fixé. C'est pas l'idée. Là, on veut le positionner par rapport au bloc noir. Donc il faut faire du bloc noir, du bloc carte de visite, un élément positionné. Il faut que ce truc ait en position 2 points quelque chose. Alors, est-ce que lui-même va être calé par rapport à un bord du body? Non. Est-ce qu'il va être décalé par rapport à l'endroit où il est naturellement dans le flux? Non. Donc, il n'est ni fixé, ni en relatif avec une translation. Il n'est pas lui-même en absolu. Donc, il faut mettre une valeur. Et ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on met relative. Mais on ne fait pas de décalage. Ce qui fait que le bloc noir reste là où il était. Mais techniquement, il est positionné. Et si on reprend la fameuse phrase de la mort qui tue, on prend le bloc CHG, on dit quel est le premier parent de sa hiérarchie de blocs, ici elle est réduite à 1, qui est positionné. Le premier parent, c'est le diff carte de visite. Boum, il est bien positionné, on vient de le faire, position relative. Et c'est donc lui qui devient le parent d'ancrage, de référence pour le top, le left, le bottom et le right qu'on indiquerait. Là, ça va marcher. J'enregistre et je vois bien ma déco qui apparaît dans le bloc noir, indépendamment de l'endroit où je mets le bloc noir. D'accord? C'est le bloc noir, sa référence. Et si le bloc noir doit se décaler, c'est lui par rapport à son parent, c'est autre chose. Alors là, on était à 0, 0. Maintenant, je peux remettre ce qui était préconisé dans l'énoncé, plutôt un 5, 5 en l'occurrence. Et on a ce décalage qu'on souhaitait pour obtenir la mise en page de l'exemple. On commence à voir les choses se faire assez naturellement. On va faire tout de suite le deuxième, on va voir ce qui se passe en disant qu'on est parti sur notre lancée. Donc je crée par copier-coller le div CBD, donc le coin bas droit. Pour l'instant, je laisse la même image de corner. Elle est toujours en positionnement absolu par rapport au bloc noir, donc tout ça c'est OK. Elle est plus calée à gauche, mais elle est plutôt calée à droite, à 5 pixels. Elle est plus calée au haut, elle est calée en bas. Donc je remplace le top par bottom. J'enregistre et je vois ma déco qui se met là. Et elle est bien en bas à droite. Et elle est bien à 5 pixels du bas et de la droite. Mais évidemment, elle n'est pas dans le bon sens, parce qu'elle est strictement identique à la version de départ. C'est la même d'ailleurs. C'est là où il y avait une petite subtilité que j'aurais pu ne pas faire, vous demandez, c'est de faire une rotation de cette image.
J'aurais pu ne pas le faire en vous donnant deux images, une qui va en haut à gauche, une qui va en bas à droite. Mais c'est la même. C'est la même. Et il faut que, comment dire, pour être un peu grandiloquent, il faut qu'en tant que citoyen ou citoyen responsable, on, on participe à l'effort de sobriété générale. Et l'affaire de sobriété, c'est aussi la sobriété numérique. Il n'y a aucune raison de gérer deux images, de stocker deux images, d'enregistrer deux images. Voilà, c'est la même. Donc on stocke qu'une seule fois. Et du coup, on vient juste appliquer une transformation de type rotation et on va dire de combien de degrés on veut la tourner cette image. Alors, je vais tester 30. Est-ce que 30 ça colle? Non. Alors, est-ce que c'est... On ne peut pas y aller au pif, bien sûr. Je vous montre que ça fonctionne. 90, ça c'est quelque chose qui permettrait de la mettre en haut à gauche, à droite par exemple, hein, mais c'est pas ce que je veux. Ici, je veux faire un demi-tour. Donc la moitié de 360 degrés, qui est un tour, c'est 180. J'enregistre. Et cette fois-ci, j'ai bien cette image qui a été mise en bas à droite, comme prévu. Si au passage, petite remarque là, si mon bloc venait à grandir, je vais ajouter ici 100 pixels à chaque fois en largeur en hauteur, je n'ai pas à me préoccuper de ça. Ils sont toujours calés par rapport aux bords. Si les bords changent de place, ben, tant mieux pour eux, mais ça n'enlève rien au fait qu'ils sont à 5 pixels des bords à chaque fois, hein, en vertical comme en horizontal. Alors ça bouleverse juste le centrage, pour l'instant, hein, faute de flex, le centrage vertical du texte, hein, qu'on a réglé aux petits oignons avec 70px là. Donc ça, c'est le défaut à payer. Voilà, je reviens à l'exemple d'avant pour vous dire que c'est assez souple, cette solution qu'on a choisie. Et pas très compliqué, je pense, à écrire. Mais malgré tout, je reste un peu sur ma faim. Pourquoi? C'est que on a choisi en CSS d'écrire content en fait. Réellement, ça veut dire que j'ai créé du contenu. Alors c'est vrai que je l'ai créé depuis CSS, mais je l'ai quand même créé dans le bloc HTML. D'accord? Je l'ai créé dans ces divs vides. Et ça, c'est quelque chose dont j'aimerais pouvoir me séparer. Deuxième frustration, plus forte finalement encore, c'est que finalement, juste pour faire de la déco, j'ai dû faire deux divs, bon, et deux divs vides en plus. Bon, quelque part, c'est un peu gênant. On disait, au nom de la dissociation fond-forme, en HTML, on met rien qui touche à la forme. Alors, on n'a pas mis l'image, ouais, mais on a mis deux divs vides juste pour mettre les classes. Là, ça va pas. Sincèrement, il faut pas laisser ça. Si on peut, il faut pas laisser ça. Ce que j'aimerais, c'est ça, moi. Une div carte de visite, le contenu, point barre. Le reste, c'est de la déco, ça se gère 100% en CSS, sans rien d'autre. J'enregistre, évidemment, je perds la déco, parce qu'il n'y a plus les divs, donc il n'y a plus les classes qui s'activent en CSS. Comment compenser ça? Alors ça s'appelle pseudo-éléments, ça s'appelle des choses qu'on a déjà vues. En fait, ce qu'on fait dans ces cas-là, quand il y en a deux, c'est assez simple. On prend le div carte de visite. Voilà. Et on vient lui rajouter un pseudo-élément, soit before, soit after, on lui met dans l'ordre qu'on veut, finalement ça n'a aucune importance. Le fait de faire ça, j'enregistre, le fait réapparaître. Et donc de manière tout aussi simple, je viens au coin bas droit, j'enregistre, alors évidemment je ne peux pas mettre before là, il faut que je mette after. Et je retrouve mes deux décorations exactement comme avant. J'ai résolu la moitié de ma frustration. Je n'ai plus rien en HTML qui pollue mon code avec des informations liées à la forme. Reste, et bien finalement ce content là qui me dérange encore un petit peu. Donc quand on veut ajouter du contenu en CSS, on sait qu'on a deux manières de le faire en fait. Soit avec un content, c'est ce qu'on a fait jusque là, soit avec un background. C'est-à-dire on met une image en fond. Et c'est ce que finalement je vais essayer de faire. Histoire de faire un peu de place, je vais couper ça là. Donc je voudrais remplacer le content par un background d'image. Clairement, c'est ça le truc. Alors je vais laisser le deuxième et je vais changer que le premier, background d'image. Imaginez que j'enregistre là. J'espère que tout le monde suit bien le fil des explications. Donc j'enregistre et la mince, je perds la déco.
La déco, coin gauche. Hein, l'autre, elle continue d'être là parce que je n'ai pas touché, ça reste un contenu. Alors ici, le problème, il est simple. C'est quelle est la taille de l'élément que je veux ajouter avec le before. Et elle est nulle. Il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas de contenu. Donc, je vous dis parfois, comment voulez-vous peindre un mur qui n'a pas de taille, qui a une taille nulle? Il n'y a pas de peinture à mettre. Donc, ici, il n'y a pas de déco visible. Donc, ce qu'il faut, c'est créer une largeur et créer une hauteur. Et il faut la créer pour cet élément exactement de la même taille que l'image de fond qu'on veut y mettre. Alors elle fait 200 sur 200, je vais pas mettre 100 sur 100, on verrait que la moitié, on peut essayer, mais je vais pas mettre non plus 300 sur 300, on la verrait une fois et demie, donc ça colle pas. Donc en fait ici ce qu'on fait c'est qu'on met le width de la largeur du corner gold et le height de la hauteur du corner gold. Je vous le démontre. Bon, on va être... Vous allez m'en vouloir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cet exemple, mais... A priori, là, j'ai recréé l'espace qui va bien pour en avoir une. Alors, j'enregistre et vous allez voir que ça n'apparaît pas. Alors, c'est un cas particulier dans le cas d'un pseudo-élément. Voilà, je suis désolé, là, il faut le retenir, il faut l'apprendre, il faut le savoir. C'est une astuce, ça fait partie des choses qu'il faut prendre comme un axiome à ce stade. Il faut qu'on crée un content quand même pour que cette notion-là existe, qu'on puisse mettre une taille. Et on n'a rien à y mettre, donc on met une taille vide. Et le 8 et le 8 feront leur job, et comme ce job c'est exactement la taille de la déco, je réobtiens la déco que je voulais. Mettre 100 ici et 100 là, je vais avoir la moitié de la déco. Et mettre 300, 300, je vais l'avoir une fois et demie par duplication mosaïque, parce que c'est comme ça qu'on pave un espace avec une image de fond. Donc on n'y va pas au pif, hein. On lance... on regarde tout simplement, on inspecte l'image, on voit qu'elle fait 200 sur 200 et je mets une fois la taille. Et c'est évidemment strictement la même chose qu'on fait sur le deuxième exemple pour remplacer ce fameux bloc qui est ici. Pas que j'oublie cet élément-là qui est, qu'on oublie tous, hein, et qui fait qu'à un moment donné, on ne comprend pas, on a l'impression d'avoir tout fait et ça ne marche pas. Donc là, ça marche parfaitement. C'est nickel. On ne peut plus rien reprocher à ces codes-là. On n'a pas généré de contenu que du fond d'écran avec cette bidouille. Ok, ça nous a coûté un with, un 8, un content, c'est vrai. On n'a plus rien en HTML. Ça nous a coûté des pseudo-éléments, 2.before, 2.after. Ok, mais c'est le prix à payer pour faire les choses proprement, sérieusement, comme entre guillemets, un professionnel le ferait. Et pas comme un bidouilleur le ferait et ferait peut-être une image dans le code HTML en disant allez c'est bon ça marche, tant pis pour la forme. Moi je ne participe pas à cette manière-là pour l'enseignement. Hein, c'est pas le but. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à ce stade? Ok, il manque un peu de style sur la typo, ok, il manque un peu de box shadow sur le container carte de visite. C'est du pipi de chat, je vous laisserai l'ajouter cette ligne par vous-même. Pour le reste, ça me semble bon. Qu'est-ce qui se passerait si jamais, je vous laisserai juste un peu le temps que vous posez les questions que vous voulez, hein. Si j'en mettais plusieurs, je vais en mettre par exemple, allez, j'en mets 3. J'enregistre. J'envoie 3. J'envoie 3, ce qui paraît quand même assez logique, hein. Je les vois un en dessous de l'autre. C'est normal, en fait, quand on réfléchit. C'est normal, puisque div, ce sont des blocs. Donc ils respectent leur nature profonde des blocs. Un en dessous de l'autre, dans l'ordre d'écriture. On pourrait très bien leur mettre un petit peu d'espacement entre elles. Je vais juste le faire ici pour... Allez, je les sens en plus dans leurs parents. Sauf qu'il faut le faire au bon endroit. Et je ne suis pas du tout au bon endroit. C'est ici la carte de visite, excusez-moi. Hop. Et là, j'ai bien mes 3 images centrées horizontalement avec le margin auto, et j'ai bien 10 au-dessus, 10 en dessous, grâce au margin 10 qui est indiqué là. J'ai bien mes 3 éléments. Et la question que vous avez forcément, j'imagine, intégrée, c'est qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour les mettre maintenant un à côté de l'autre? Alors, prier très fort, ça ne marche pas.
écrire le div, vouloir chercher à écrire le div là à côté de celui-là, même dans le code HTML, c'est pas possible. Là, ce qu'on a, c'est des blocs et il faut aller contre leur nature de bloc. Il faut leur donner un peu des gènes du inline, parce que c'est la définition des inlines que de se mettre un à côté de l'autre. Donc on retrouve ce qu'on a fait assez souvent, déjà récemment, c'est changer le display de ces cartes de visite et dire vous n'êtes plus des blocs, vous êtes des inline blocs. Et du coup, ils vont se mettre, quand il y a la place et s'il n'y a pas la place, ils vont se mettre un à côté de l'autre. Et c'est ce que vous voyez sur le stream en tout cas, que j'essaie de vous montrer là. Le fait, quand il n'y a pas assez de place, évidemment, c'est les inlines qui l'imposent, c'est ça wrap, c'est-à-dire ça passe à la ligne. Quand il n'y a pas la place pour que le troisième se mette à côté du deuxième, bah, ça passe à la ligne. Et donc ça se fait complètement automatiquement. Et une mise en page 2-2, comme vous avez dans le dernier exercice de la série, en fait, il n'y a rien de particulier. Vous en mettez 4 et vous vous débrouillez pour mettre un container qui fait la bonne taille, pour qu'il n'y en ait pas 3 et 1, pour qu'il n'y ait pas 4 fois 1, et pour que ça fasse 2-2. Voilà. Alors bien sûr, c'est pas fin. Et la mise en page ne se fait pas à coup d'inline block. Mais je vais vous montrer les limites de cette technique pour qu'on puisse légitimer d'en apprendre une autre plus puissante, plus souple, comme Flexbox. En tout cas là, je trouve que c'est déjà pas mal de pouvoir faire tout ça. Et il ne faut pas tout mélanger, d'accord? Il y a la manière dont on calcule la taille des boîtes. Il y a les aspects de déco, les machins sans grande importance. Il y a le fait d'être un parent positionné qui permettra le positionnement absolu sur les enfants. Il y a le changement de nature des choses qui permettent de les mettre un à côté de l'autre. Ça peut effectivement à la fin faire peur de voir le code final et j'espère qu'avec les étapes que j'ai essayé de vous montrer là séquentiellement, c'est plus clair pour vous. Et finalement, le coût du positionnement absolu là, des décos, ça passe presque comme un élément mineur et vous allez appliquer exactement la même chose sur tout l'exercice d'après. Parce qu'en réalité, l'exercice d'après, il faut mettre un truc en haut à gauche, un truc en bas à droite, un texte au milieu, horizontalement et verticalement centré. C'est presque la copie conforme de cet exercice-là. En plus simple finalement, parce que vous avez qu'une ligne. Donc quand on n'a qu'une seule ligne à centrer verticalement, là encore on peut faire différemment, on peut utiliser le line 8 ou on peut quand même utiliser flex, j'essaierai de vous le montrer plus tard. Voilà. Mais là on va peut-être éviter d'en rajouter trop en même temps. Voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous. Est-ce que